Je m'appelle Diana Ansley. J'ai 27 ans. Lors de Thanksgiving l'année dernière, ma mère s'est levée devant 25 membres de notre famille, et leur a demandé de voter pour savoir si je méritais de rester dans notre famille. Absolument toutes les mains se sont levées contre moi. Elle m'a regardé à travers la pièce, cette femme qui m'a élevé, qui préparait mes déjeuners pour l'école, qui m'a appris à faire du vélo, et elle a dit, « Nous traînons ton poids mort depuis 27 ans, Diana. Maintenant, c'est fini. » Je pensais que c'était le pire moment de ma vie. J'avais tort, car 30 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte, et un homme que personne n'avait vu depuis 14 ans est entré, emportant une mallette. Et ce qui se trouvait à l'intérieur de cette mallette, a fait que plus personne dans cette pièce, n'a jamais pu regarder ma mère dans les yeux. Avant de continuer, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous le ressentez sincèrement. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener en novembre dernier, le mercredi soir avant Thanksgiving, quand j'ai failli décider de ne pas y aller. Je suis assise dans ma voiture dans l'allée de ma mère, le moteur tourne encore, les mains crispées sur le volant à 10h10, comme si j'allais passer mon permis de conduire. La maison est éclairée à chaque fenêtre. Je peux voir des ombres bouger derrière les rideaux, et je sais déjà qui est où. Maman dans la cuisine, qui dirige les opérations. Papa quelque part au calme, avec une bière. Ma sœur Megan, qui met la table, parce qu'elle met toujours la table. Je devrais entrer. Je sais que je devrais entrer. Mais l'année dernière pèse sur ma poitrine comme une pierre. Au Thanksgiving précédent, juste entre la dinde et la tarte à la citrouille, ma mère a annoncé à toute la table, le salaire de Diana ne peut probablement même pas couvrir ses propres courses, sans parler de ce qu'elle nous doit. Personne n'a dit un mot. Ni mon père, ni ma sœur, ni un seul oncle, tante, ou cousin. Ils ont juste continué à mâcher. Voici ce qui me tue. Je suis conseillère d'orientation dans une école. Je suis financièrement indépendante depuis mes 18 ans. J'ai contracté mes propres prêts étudiants. Je paie mon propre loyer, ma propre assurance auto, je paie tout moi-même. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé de l'argent à ma famille. Mais ma mère dit aux gens que je l'ai fait, et ils la croient, à chaque fois. Mon téléphone vibre. Un texto de Megan. Maman cuisine depuis 5 heures du matin. Ne sois pas en retard. Tu sais comment elle devient. Je sais comment elle devient. C'est exactement ça, le problème. Je coupe le moteur, j'ouvre la porte. L'air de novembre me mord le visage. Je me dis ce que je me dis toujours. Survis juste à ce repas. Souris. Ne réagis pas. 4 heures, et ensuite, tu es libre. Je suis à mi-chemin sur les marches du porche, quand j'entends sa voix, venant de la cuisine. Oh, elle est vraiment venue cette année. Gérald, mets une assiette de plus. Les moins chères. Je ne sais pas pourquoi cette année semble différente, mais en me tenant sur ce porche, puis la main sur la poignée de porte, quelque chose dans mes tripes me murmure, ce soir, ça ne va pas se passer comme tu le penses. La salle à manger est pleine à craquer. 25 membres de la famille, entassés autour d'une table prévue pour 16. Des chaises pliantes supplémentaires, traînées depuis le garage. Ma mère est assise en bout de table. Elle s'assoit toujours en bout de table, avec mon père Gérald à sa droite, et ma sœur Megan à sa gauche. La reine, et sa cour. J'ai la place à l'autre bout, près de la porte de la cuisine, à côté de mes petits cousins, qui se disputent pour un crayon. Maman se lève pour la bénédiction. Elle croise les mains, baisse la tête, et dit, « Seigneur, nous te remercions pour cette famille. Pour ceux qui portent le fardeau, et ceux qui... » Elle fait une pause, juste assez longue pour me jeter un coup d'œil. Que nous portons. Amen. Quelques personnes bougent sur leur chaise. Personne ne la corrige. Je prends ma fourchette, et je me concentre sur mon assiette, mais je peux le sentir. Quelque chose cloche ce soir. Tante Martha évite de me regarder dans les yeux. Mon cousin Kyle me regarde, puis détourne les yeux rapidement, comme s'il avait été pris en faute. Oncle Ted et tante Ruth chuchotent à l'autre bout de la table, et quand je lève les yeux, ils s'arrêtent. Ça me frappe. Ils savent quelque chose que j'ignore. Quoi que ce soit, cela a été discuté avant mon arrivée.
J'essaie de passer à autre chose. Je me tourne vers ma cousine Jenna, la fille de l'oncle Robert, l'une des rares personnes lors de ces réunions qui me parle vraiment comme à un être humain. Elle a 25 ans, elle est gentille, et elle a l'air nerveuse ce soir. Elle n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers la porte d'entrée. Tu vas bien, je chuchote. Jenna se penche vers moi. J'ai failli ne pas venir non plus. Mon père, il a dit qu'il pourrait se passer quelque chose ce soir. Puis elle s'arrête au milieu de sa phrase. Parce que ma mère nous fixe depuis l'autre bout de la table. Jenna prend son verre d'eau, et ne dit plus rien. L'oncle Robert. Il n'est pas venu à Thanksgiving depuis 14 ans. Pourquoi Jenna parlerait-elle de lui maintenant? Ma mère sourit à l'assemblée. J'espère que tout le monde a gardé de la place. Nous avons une petite affaire de famille à discuter après le dessert. À la moitié du repas, ma mère pose sa fourchette, s'essuie les lèvres avec une serviette, et se tourne vers moi avec ce sourire. Celui qu'elle utilise quand elle s'apprête à faire couler le sang en public, mais qu'elle veut avoir l'air de parler de la pluie et du beau temps. Alors, Diana, comment va l'appartement? Tu t'en sors toujours avec ton petit salaire? Un murmure de rire discret parcourt la table. Pas un rire méchant, un rire poli, le genre de choses que les gens font quand ils suivent le chef. Je vais bien, maman. Merci. Elle ne s'arrête pas. Elle se tourne vers tante Ruth. Tu sais, j'ai tenu les comptes de tout ce que nous avons dépensé pour elle au fil des années. Elle secoue la tête, d'un mouvement lent et théâtral. C'est une sacrée somme. Tenir les comptes. Les mots me frappent comme de l'eau glacée. Je n'ai jamais entendu ça auparavant. Il n'y a pas de compte. Il n'y a jamais eu de compte. Je regarde Megan. Elle fixe son assiette, comme si elle contenait les réponses de l'univers. Je regarde mon père. Il scie un morceau de dinde. La mâchoire serrée, les yeux baissés. Ils savent déjà ce qui se prépare. Et là, je comprends. Maman n'a pas seulement préparé le dîner aujourd'hui. Elle a passé des appels téléphoniques. Elle a eu des conversations. Elle a rencontré des gens pour prendre un café. Elle a chuchoté au téléphone. Elle leur a probablement montré ce qu'elle s'apprête à montrer à toute la pièce. Cette table n'est pas un dîner de Thanksgiving, c'est un tribunal. Et je suis entré sans avocat. Maman plonge la main dans la poche de son gilet, et en sort un morceau de papier plié. Elle le tient en l'air juste une seconde, elle ne l'ouvre pas, elle ne le lit pas, puis elle le range. J'ai les chiffres juste ici, mais nous y reviendrons plus tard. Elle reprend sa fourchette, et prend une bouchée de gratin de haricots verts, comme si elle ne venait pas de faire exploser une grenade sous ma chaise. Mes mains commencent à trembler sous la table. Je les plaque à plat contre mes cuisses, et je respire. Ce morceau de papier. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus, mais je sais une chose. Ma mère ne bluffe jamais sans public. Il y a une chaise vide dans le coin du salon. Un fauteuil inclinable en cuir marron, craquelé au niveau de la coudoir. Personne ne s'y assoit. Il appartenait à mon grand-père. Grand-mère et grand-père Caldwell sont morts quand j'avais 13 ans. Un accident de voiture sur la route 9. Ils rentraient de l'église un dimanche matin. Un appel téléphonique, et ils étaient partis. Tous les deux, juste comme ça. C'étaient les seules personnes dans cette famille, qui me faisaient sentir que j'étais assez bien. Grand-mère m'appelait notre petite conseillère, car même quand j'étais enfant, je m'asseyais sur le porche avec elle, et je l'écoutais parler de sa journée. Sans rien arranger, juste écouter. Elle me tapotait la main et me disait, « Ne laisse personne te rabaisser, Diana. Promets-le-moi. » J'avais promis. Après les funérailles, ma mère a tout pris en charge. Elle était l'exécutrice testamentaire de leur succession, la maison, les économies, tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. J'avais 13 ans. Je ne comprenais rien au testament, aux homologations, ou aux comptes bancaires. Je savais juste qu'un jour, oncle Robert, le frère aîné de ma mère, cet homme qui m'emmenait pêcher chaque été, a commencé une dispute avec ma mère, à la table de la cuisine. Des voix basses, mais tranchantes. 2 semaines plus tard, il avait disparu. Fini les Thanksgiving. Fini les parties de pêche. Fini les cartes d'anniversaire. Maman a dit à tout le monde que Robert était jaloux.
Il voulait plus que sa part, a-t-elle dit. Il a toujours été comme ça, et tout le monde a hoché la tête. Je regarde à travers la table vers Jenna maintenant, la fille de Robert, et je vois les yeux de son père, Constant, un peu triste. Mais elle tape quelque chose sur son téléphone sous la table, cachant l'écran avec sa main. Je me souviens d'autre chose, un détail auquel je n'ai pas pensé depuis des années. Grand-mère a un jour mentionné un compte d'épargne. Mis de côté pour l'éducation des petits-enfants, avait-elle dit. Après leur mort, maman m'a dit que ce n'était rien, à peine de quoi couvrir les frais des funérailles. J'avais 13 ans. Je l'ai cru. Le dîner se termine, les assiettes s'empilent, les enfants courent vers le salon de télévision, et puis, au lieu du café et de la tarte, ma mère frappe 2 fois dans ses mains, comme si elle appelait une réunion à l'ordre, et dit, « Tout le monde, s'il vous plaît, passez au salon. Il y a quelque chose dont nous devons discuter en famille. » Le salon. J'entre, et je me fige. Les meubles ont été réarrangés. Les chaises ont été tirées pour former un grand cercle. La table basse a été poussée sur le côté. Ce n'est pas spontané. Elle a préparé ça avant l'arrivée de tout le monde. Je pense à partir, tout de suite. Prendre mon manteau, passer la porte d'entrée, rentrer chez moi. Mais je sais ce qui se passera si je le fais. Maman secouera la tête, poussera un long soupir, se tournera vers la pièce, et dira, « Vous voyez, elle fuit toujours. Elle ne peut jamais faire face à ses responsabilités. » Et au matin, chaque membre de la famille dans ce cercle croira cette version. Ma version n'existera pas, parce que je ne serai pas là pour la raconter. Mais si je reste, je m'assieds dans un procès que je n'ai pas accepté. Je pense à Millfield. 8000 habitants. Je travaille à l'école primaire. Les parents me connaissent. Si ma famille me tourne le dos publiquement, alors les rumeurs me suivront au travail, à l'épicerie, sur chaque trottoir de cette ville. C'est comme ça que fonctionnent les petites villes. L'opinion de votre famille devient l'opinion de tout le monde. Je cherche mon père. Gérald est assis dans la deuxième rangée de chaises. Ni devant, ni derrière, tenant une bière Coors Light comme si c'était un radeau de sauvetage. Il ne me regarde pas. Il ne m'a pas regardé depuis le dîner. Ma mère se tient au centre du cercle, lissant le devant de son chemisier. Elle met ses lunettes de lecture. Elle sort ce morceau de papier plié. Sa voix tremble très légèrement, juste ce qu'il faut. Je sais que c'est difficile, mais j'ai porté ce fardeau seul pendant trop longtemps. Ce soir, j'ai besoin de l'aide de la famille pour prendre une décision. Le tremblement est parfait, répétez. Je l'ai vu faire ça une centaine de fois, lors des collectes de fonds de l'église, aux réunions parents-professeurs, à la banque quand elle avait besoin qu'on annule des frais. Ce tremblement est un outil, mais personne d'autre ne le voit. Il voit juste une mère fatiguée, qui demande de l'aide. Alors que ma mère déplie lentement le papier, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. J'ai repoussé ça pendant des années, dit-elle. Mais Diana a besoin d'entendre ça. Vous avez tous besoin d'entendre ça. Elle commence à lire. Sa voix est stable, claire. Une femme qui présente des faits, pas des accusations. C'est là toute l'astuce. Elle a toujours l'air raisonnable. Point numéro 1, le coût de l'éducation de Diana de la naissance jusqu'à ses 18 ans. Logement, nourriture, vêtements, frais médicaux. Total ajusté, 112 000 $. Elle lève les yeux, pour s'assurer que la pièce écoute. C'est le cas. Point numéro 2. Soutien financier pour l'université, que Diana n'a jamais remboursé. Supplément de frais de scolarité, livres, fonds d'urgence. Total, 23 000 $. Ma gorge se serre. Je n'ai pas reçu un centime pour l'université. J'ai contracté des prêts. J'ai fait 2 boulots en 2e année. Il n'y a pas eu de supplément pour la scolarité. Il n'y a pas eu de fonds d'urgence. Point numéro 3. Elle fait une pause, pour ménager son effet. La part des dépenses de Diana, tirée de la succession de vos grands-parents. Frais médicaux, transport, soutien divers. Total, 18 000 $. Elle plie le papier, et regarde l'assemblée. Ça fait plus de 50 000 $. 50 000 $ que cette famille a investi, dans quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. La pièce est silencieuse. Tante Ruth hoche lentement la tête.
Oncle Ted croise les bras. Le cousin Kyle fixe la moquette. J'ouvre la bouche. Maman, ce n'est pas. Je n'ai jamais. S'il te plaît, laisse-moi finir. Sa main se lève, paume en avant. Tu auras ton tour, mais elle continue de parler. Elle se tourne vers tante Ruth. Tu te souviens quand j'ai dû vendre le service à thé en argent de maman? C'était pour couvrir les frais dentaires de Diana. Ruth se souvient, ou en tout cas, elle pense s'en souvenir. Je n'ai jamais eu de frais dentaires payés par ma mère. J'ai ma propre assurance depuis l'âge de 22 ans. Mais ça n'a pas d'importance. La pièce la croit. Je peux le voir sur leur visage. Lèvres pincées, bras croisés, des regards qui glissent sur moi, comme si j'étais quelque chose de désagréable. Je n'aurai pas mon tour. Je le sais déjà. Pendant ce temps, ma mère plie ses lunettes de lecture, et les range dans sa poche. Elle regarde tout autour du cercle, chaque visage, un par un. Et quand elle parle, sa voix tombe dans un registre presque doux. J'y ai pensé pendant très longtemps, et je pense qu'il est seulement juste que nous, en tant que famille, votions, pour savoir si Diana doit continuer à participer à nos rassemblements, à nos traditions, et à toute décision familiale future. Les mots ne s'enregistrent pas tout de suite. Voter. Elle a dit, voter. Vous leur demandez de voter pour m'exclure. Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. De notre famille. Je leur demande de voter sur ce qui est juste. Cette famille a assez souffert. Je regarde Megan. Ma sœur, ma grande sœur, avec qui j'ai partagé une chambre pendant 16 ans, fixe ses propres mains sur ses genoux. Elle ne bouge pas. Je regarde mon père. Gérald examine le sol, comme s'il n'avait jamais vu de parquet de sa vie. Je regarde autour de la pièce. 25 visages. Ce sont des gens pour qui j'ai cuisiné des accompagnements pour Thanksgiving. Des gens dont j'ai gardé les enfants le week-end. Le cousin Kyle, que j'ai conduit à ses examens, parce sa voiture était en panne. Tante Martha, que j'ai appelée tous les dimanches pendant 6 mois, après son opération de la hanche. Oncle Ted, que j'ai aidé à emménager dans son nouvel appartement au printemps dernier. Pas un seul d'entre eux ne dit, c'est de la folie, Patricia. Tu ne peux pas voter l'exclusion de quelqu'un d'une famille. Pas un seul. Et je comprends, tout d'un coup. Comme une vitre qui se brise, que ma mère n'a pas décidé ça ce soir. Elle a fait campagne. Elle a appelé chacun d'entre eux. Elle a présenté sa version, ses chiffres, ses larmes. Ce vote était décidé, avant même que je gare ma voiture dans l'allée. Maman. Ma voix se brise, mais je force le passage. J'ai payé moi-même mes études universitaires. Je ne t'ai jamais demandé un seul dollar. Elle se tourne vers l'assemblée, et secoue la tête. Triste, patiente. Une femme face à un enfant difficile. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait. Elle réécrit l'histoire. Et c'est exactement pour ça que nous sommes ici. Je veux faire une pause ici une seconde, parce qu'en me tenant dans ce cercle, en écoutant ma mère réécrire toute ma vie devant les gens que j'aimais, il y a eu un moment où j'ai pensé, est-ce que j'ai tort? Ai-je vraiment été un fardeau pendant tout ce temps, sans même m'en rendre compte? 27 ans à l'entendre dire. Quand tout le monde autour de vous croit la même histoire, vous commencez à douter de votre propre mémoire, vous commencez à penser, peut-être que je leur dois vraiment quelque chose? Je dois vous demander quelque chose. Quelqu'un a-t-il déjà répété un mensonge sur vous, tellement de fois, que vous avez commencé à remettre en question votre propre mémoire, que vous avez commencé à penser, peut-être que je leur dois quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. D'accord, revenons à ce salon. Ma mère joint les mains devant elle, comme un ancien de l'église appelant à la dîme. Tous ceux qui sont pour le retrait de Diana des événements familiaux, des réclamations de propriété, et des obligations financières? Levez la main. La pièce retient son souffle. 1 seconde. 2. La main de tante Ruth se lève en premier. Droite et sûre, comme si elle attendait la permission. Puis tante Martha. Puis oncle Ted. Puis le cousin Kyle, qui refuse de me regarder en le faisant. Je compte. 10. La cousine Brenda. Le cousin Tom.
La femme de Tom, que j'ai rencontrée exactement 3 fois. 15. La grand-tante Peggy, que j'ai conduite à son rendez-vous chez l'ophtalmo en mars dernier. Mon petit cousin Alan. Oui. Qui a emprunté mes câbles de démarrage il y a 2 hivers, et ne les a jamais rendus. 20. Les mains continuent de se lever. Lentes, rapides, réticentes. Fermes. Ça n'a pas d'importance. Elles se lèvent toutes. Je regarde ma sœur. La mâchoire de Megan est serrée. Sa main se lève à moitié, fait une pause, puis finit de se lever complètement. Elle refuse toujours de me regarder. 25. Ma mère les compte à voix haute, lentement, délibérément, comme si elle faisait l'appel des noms. Ruth, Martha, Ted, Kyle, Brenda, Tom. Chaque nom est un clou. Puis elle arrive à la fin de son compte, et se tourne vers la dernière personne, qui n'a pas levé la main. Gérald. Mon père est assis, très immobile. La Corlight dans sa main est devenue chaude. Il fixe la canette. La pièce attend. Gérald. Plus doucement cette fois. Une instruction, déguisée en question. Mon père ne me regarde pas. Il regarde le sol, le mur, ses propres chaussures. Et puis, lentement, comme si son bras pesait 1000 kilos, il lève la main. Mon père, l'homme qui m'a appris à faire mes lacets, qui m'a porté sur ses épaules à la foire du comté. Cette main, levée contre moi. 26. Je suis debout dans une pièce remplie de ma famille, et je n'ai jamais été aussi seul de toute ma vie. Ma mère observe la pièce. 26 mains. Elle hoche la tête. Pas triomphante, pas suffisante, satisfaite. Le hochement de tête d'une femme qui a confirmé ce qu'elle savait déjà. Elle se tourne vers moi. La pièce devient tellement silencieuse. Je peux entendre l'horloge de la cuisine tic-taquer à travers le mur. L'enfant de quelqu'un rit dans le salon de télévision au bout du couloir. Et puis, le son semble appartenir à un univers différent. Nous traînons ton poids mort depuis 27 ans, Diana. Sa voix est basse, contrôlée, presque gentille. C'est fini. Personne ne respire. Je sens le sang monter à mon visage. Mes oreilles bourdonnent. Mes jambes veulent bouger, mais elles ont oublié comment faire. 26 personnes viennent de me dire que je n'ai pas ma place. Et ma mère se tient au centre de ce cercle, comme si elle venait de m'accorder une grâce. Elle redresse sa posture. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu ne seras plus la bienvenue aux rassemblements familiaux. Et toute prétention que tu penses avoir sur les ressources de cette famille, considère-la comme nulle et non avenue. Un avocat. Le mot sort avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi faire ? Pour protéger cette famille. De toi. Elle dit ça si simplement, comme si elle verrouillait une porte. Je regarde autour de la pièce une dernière fois. Tante Ruth examine ses ongles. Kyle fixe le plafond. Megan a les bras enroulés autour d'elle-même, comme si elle avait froid. La main de mon père est de retour sur ses genoux maintenant, mais le mal est fait. Je pense que c'est ça. C'est la nuit où je perds ma famille. Je me tourne vers la porte d'entrée. Mon manteau est sur le crochet. Mes clés sont dans ma poche. 3 pas, et je suis parti. Je fais le premier pas, et c'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'ouvre. Une bourrasque d'air de novembre balaie la pièce. Froide, piquante, le genre de froid qui vous oblige à faire attention. Un homme entre à l'intérieur, cheveux gris, veste usée, et dans sa main droite, une mallette en cuir cabossée. Quoi ? Je n'ai pas vu l'oncle Robert depuis 14 ans, mais je le reconnaîtrais n'importe où. Les larges épaules, la façon discrète dont il se tient dans l'encadrement d'une porte, comme s'il ne demandait rien à la pièce. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Il est plus mince que dans mes souvenirs, mais ses yeux sont les mêmes, constants, patients, comme un homme qui a appris il y a longtemps que le silence est parfois plus bruyant que les cris. Toutes les têtes dans le salon se tournent. Quelqu'un halète. Je crois que c'est tante Martha. Mais le visage de ma mère, je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Il devient vide. Ni en colère, ni surprise. Vide, comme si quelqu'un avait débranché la prise de la performance qu'elle était en train de jouer. Ça dure une demi-seconde, peut-être moins,
et puis elle se recompose. Le sourire revient, les épaules se redressent. Mais je l'ai vu, cette demi-seconde de peur nue. Robert s'avance à l'intérieur, et ferme la porte derrière lui. Il regarde autour de la pièce lentement. Ses yeux se posent d'abord sur Jenna. Sa fille lui fait un petit signe de tête, puis sur moi, et enfin, sur Patricia. Je n'étais pas invité. Sa voix est calme, grave et rocailleuse. Je sais. Ma mère se reprend vite. Robert, c'est une affaire de famille. Tu as renoncé à ton droit de. Il tire une chaise du mur, et s'assoit. Il pose la mallette sur ses genoux. Je me souviens d'une époque où j'étais de la famille. Jenna se lève, et va s'asseoir sur la chaise à côté de lui. Personne ne l'arrête. Ma mère fait un pas en avant. Sa voix baisse. Pas douce, pas gentille, froide. Quoi que tu sois venu faire ici, Robert, ne le fais pas. Il la regarde. Puis il regarde la mallette. Puis il me regarde. Et quand il parle, sa voix se brise très légèrement sur le premier mot. J'aurais dû faire ça il y a des années, Diana. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Les jointures de ma mère blanchissent, autour du dossier de la chaise qu'elle agrippe, et je réalise, pour la première fois de toute ma vie. Je suis en train de regarder ma mère avoir peur, une peur vraie et profonde. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Robert ne se précipite pas, et il pose ses mains sur la mallette, comme s'il avait répété ce geste dans sa tête 1 millier de fois. Et maintenant que le moment est venu, il veut bien faire les choses. Il regarde la pièce, pas Patricia, tout le reste de l'assemblée. Il y a 14 ans, nos parents sont morts. Sa voix est stable, mesurée. Maman et papa Caldwell. La plupart d'entre vous étiez aux funérailles. Patricia est devenue l'exécutrice de leur succession. Elle s'est occupée de la maison, des comptes, de la répartition. Je lui ai fait confiance. Il fait une pause. Nous lui avons tous fait confiance. Tante Ruth bouge sur sa chaise. Oncle Ted décroise les bras. Maman et papa ont laissé derrière eux une succession d'une valeur d'environ 360 000 $. La maison, 2 comptes d'épargne, et un fonds distinct, de 40 000 $, affectés spécifiquement à l'éducation de leurs petits-enfants. Diana et Meghan. Je sens l'air quitter mes poumons, 40 000 $. Le fonds d'éducation de grand-mère, celui dont maman avait dit qu'il couvrait à peine les frais des funérailles. Robert continue. 6 mois après les funérailles, j'ai demandé à Patricia de voir les documents de répartition. Elle m'a dit que tout avait été réglé. Les impôts et les frais funéraires avaient mangé la majeure partie. Rien ne restait à partager, a-t-elle dit. Il fait de nouveau une pause. Je l'ai cru pendant un moment. La voix de ma mère coupe, tranchante. Robert, ne fais pas ça. Il lève une main, sans agressivité, juste fermement, comme un panneau stop. Patty, je suis resté silencieux pendant 14 ans. Laisse-moi parler. La pièce est figée. Personne n'envoie de texto. Personne ne remue. Même l'horloge semble plus bruyante. Puis un jour, un relevé bancaire est arrivé dans l'ancienne maison de maman et papa, celle que je retapais pour la vendre, adressé au compte de leur succession, un compte qui était censé être fermé. Il regarde Patricia. Elle serre la chaise si fort que ses jointures sont passées du blanc au jaune. Ce relevé montrait des retraits. Des dizaines, tous allant vers un seul compte personnel. Il ne dit pas le nom. Il n'a pas besoin de le faire. Chaque paire d'yeux dans la pièce glisse vers ma mère. Et le nom sur ce compte, c'était Patricia. Il ment. Il a toujours été. Patricia Anansley. La pièce se fracture, comme une ligne de faille. Les murmures commencent sur les bords. Bas, rapide, le genre de murmure qui se produit quand les gens essaient de savoir de quel côté se ranger. Tante Martha se penche en avant sur sa chaise. Patty, est-ce que c'est vrai? La réponse de ma mère est instantanée. Répétez. Il ment. Il a toujours été jaloux de moi. Mes parents m'aimaient plus, et il ne s'en est jamais remis. C'est la même réplique qu'elle a utilisée il y a 14 ans. Mot pour mot. Je le sais, parce que je l'ai entendu la répéter à chaque réunion de famille, où le nom de Robert était évoqué. Mais quelque chose est différent cette fois.
Le cousin Kyle regarde Robert, puis Patricia, et pour la première fois ce soir, il n'acquiesce pas aux paroles de ma mère. Ses mains sont jointes entre ses genoux. Et il réfléchit vraiment. Megan fixe notre mère avec une expression que je n'ai jamais vue sur son visage auparavant, comme si elle faisait des mathématiques dans sa tête, et que les chiffres ne collaient pas. Maman a payé toutes les études universitaires de Megan. Elle a dit que ça venait de ses économies. Megan n'a jamais demandé d'où. Mon père lève la tête. Il regarde sa femme, puis Robert, puis la mallette. Sa main, celle qu'il a levée contre moi il y a 5 minutes, tremble. Patricia pivote. Elle s'avance au centre du cercle, mais se positionne entre Robert et la pièce, et ouvre légèrement les bras. La mère lésée, l'innocente accusée. C'est exactement ce qu'il a fait il y a 14 ans. Il a essayé de monter tout le monde contre moi à l'époque, et il le fait encore. Robert ne discute pas. Il ne lève pas la voix. Il dit simplement, je n'ai pas besoin que vous me croyiez. J'ai des documents. Il pose sa main sur la mallette. Il ne l'ouvre pas. Il la laisse juste reposer là. La voix de ma mère devient tendue, comme un câble. Si tu ouvres ça, Robert, je jure. Elle ne finit pas sa phrase. Et ce silence, cette menace inachevée, en dit plus à l'Assemblée que n'importe quel document. Parce qu'elle n'a pas dit que les papiers étaient faux. Elle n'a pas dit qu'ils étaient erronés. Elle voulait juste qu'ils ne soient pas ouverts. Robert déverrouille la mallette. Le bruit est faible. 2 clics métalliques. Mais dans cette pièce, il résonne comme un coup de feu. À l'intérieur, les documents sont organisés avec des onglets de couleur, bleu, jaune, rouge. 14 ans de patience, triés et étiquetés, et il tire le premier, le lève pour que la pièce puisse le voir. Ceci est le testament original de Henry et Margaret Caldwell, nos parents. Il le pose sur la table basse. Patricia a dit à la famille que ce document avait été perdu. Ce n'était pas le cas. Elle a déposé une version différente au tribunal des successions. Ma mère. Ce testament a été modifié avant qu'il ne. Robert plonge à nouveau la main dans la mallette. C'est drôle que tu dises ça. Il pose un deuxième document, à côté du premier. Côte à côte. 2 testaments, les mêmes noms, des signatures différentes. Celui de gauche est l'original, notarié, avec témoin. Celui de droite est la version que Patricia a soumise au tribunal. Il tapote le deuxième document. Regardez les signatures. Le cousin Kyle se penche en avant. Tante Martha se lève pour voir de plus près. Même de l'autre bout de la pièce, je peux le voir. L'écriture sur le deuxième testament est plus serrée, plus contrôlée. Ça ne correspond pas. Mes mains deviennent froides. 40 000 $. C'était censé être à moi, et à Megan. Waouh. Pour l'école, pour l'avenir que grand-mère voulait que nous ayons. Robert sort un troisième document de la mallette, une page simple avec un en-tête. J'ai engagé une experte en analyse graphologique, certifiée, agréée. Voici son rapport. Il le pose sur la table. Les signatures sur le testament modifié ne correspondent pas à l'écriture connue de Henry ou Margaret Caldwell. La pièce est devenue tellement silencieuse que je peux entendre le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine. Ma mère n'a pas bougé. Elle se tient très immobile, une main pressée contre sa clavicule, et pour la première fois ce soir, elle n'a plus de mots. Robert la regarde, puis la pièce, puis moi. Je ne fais pas de suppositions, Patty. J'ai passé 14 ans à m'assurer que chaque page de ce dossier est certifiée. Robert plonge sa main dans la mallette une dernière fois. Cette fois, c'est une pile de relevés bancaires, pas des photocopies, des originaux, tamponnés et datés. Il les déploie en éventail sur la table basse, comme un croupier étalant des cartes. Ce sont les dossiers certifiés de la First National, le compte de succession de Henry et Margaret Caldwell. Son doigt trace une ligne sur la première page. À partir de 3 mois après les funérailles, les retraits commencent. 12 000 $, 15 000 $, 10 000 $, toujours transférés vers le même compte chèque personnel. Il passe à la page suivante, puis à la suivante, chacune montrant le même schéma. L'argent quitte la succession, et atterrit au même endroit. Sur une période de 2 ans,
$180 000 ont été retirés de la succession de nos parents. Il lève les yeux. Le nom de Patricia est sur le compte destinataire, son numéro de sécurité sociale, sa signature sur chaque autorisation de transfert. Le silence est si total, que je peux entendre le réfrigérateur bourdonner à travers le mur de la cuisine. Ma mère craque la première. Ce sont des faux. Il a tout inventé. Ce sont des dossiers bancaires certifiés, Patty. Tamponnés. Datés. Ton numéro de compte. Ton nom. Tante Ruth, la femme qui a levé la main avant tout le monde. Vous voyez? Qui a acquiescé à chaque mot que ma mère a dit, fixe les relevés avec la bouche légèrement ouverte. Sa main, celle qui a voté pour m'exclure, est retombée sur ses genoux. Mon père parle pour la première fois de la soirée. Gérald Ansley ouvre la bouche. Patty. Un seul mot. Mais ce n'est plus la voix d'un homme qui se laisse porter par les événements. C'est la voix d'un homme, qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est pas solide. Patty, réponds-moi. Est-ce qu'une seule partie de tout ça est vraie? Ma mère ne lui répond pas. Ensuite, elle se tourne plutôt vers la pièce, cherchant des alliés du regard, s'accrochant à sa vieille stratégie. Il a toujours été jaloux. Nos parents m'aimaient plus, et ils ne pouvaient pas. Mais tante Ruth la coupe, doucement, presque tendrement. Patty, as-tu utilisé l'argent de maman et papa? Je regarde ma mère changer de stratégie en temps réel. Ça se passe vite, comme un changement de voie sur l'autoroute. L'accusé devient la martyre. Ses épaules s'affaissent, son menton tremble, des larmes s'accumulent dans ses yeux, et honnêtement, je n'arrive pas à savoir si elles sont réelles. Est-ce que vous savez à quel point c'était dur? Sa voix se brise magnifiquement. Tout géré seul après la mort de maman et papa. Robert est parti. Gérald n'a pas aidé. J'ai tout fait. Les funérailles, les papiers, la maison, les impôts, tout est tombé sur moi. Elle presse une main contre sa poitrine. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Pendant un instant, juste un instant, je vois certains membres de la famille s'adoucir. Le visage de tante Martha vacille. Oncle Ted regarde le sol. Ça marche. La performance fonctionne. Puis Robert prend la parole. Des erreurs. Le mot sort, plat et dur. Tu as falsifié leur signature, Patricia. Tu as réécrit leur testament. Tu as volé $180 000 à tes propres parents décédés. Il fait une pause. Chaque phrase est une brique. Et ensuite, tu as dit à tout le monde que Diana, une fille de 13 ans, était la raison pour laquelle l'argent avait disparu. Cette dernière phrase atterrit comme une gifle. Je la regarde frapper la pièce, visage par visage, chaise par chaise. La douceur de tante Martha disparaît. La mâchoire d'oncle Ted se crispe. 25 personnes me regardent maintenant. La fille qu'il y a 5 minutes, ils avaient voté pour jeter à la poubelle. Et ils font le calcul qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ma mère explose. Sors de ma maison, Robert. Sors. Robert se lève lentement. Il ramasse son manteau, mais avant de partir, il place le dossier entier, chaque document, chaque relevé, chaque rapport, au centre de la table basse. Je pars. Sa voix ne tremble pas. Mais ses papiers, eux, restent. Megan tire sa chaise vers l'avant. Elle ramasse un relevé bancaire, le lit. Ses mains tremblent. Elle lève les yeux vers notre mère. Sa voix est petite, mais claire comme du cristal. Maman, les frais de scolarité que tu as dit avoir payés pour moi. Ça venait de l'argent de grand-mère et grand-père, n'est-ce pas? Ma mère fixe Megan. Sa bouche s'ouvre. Rien ne sort. La pièce se fracture. La moitié de la famille est regroupée autour de la table basse, se passant les documents de main en main, lisant en silence. L'autre moitié reste figée, regardant Patricia comme s'il la voyait pour la première fois. Le cousin Kyle est le premier à bouger. Il se lève de sa chaise, traverse la pièce, et s'arrête devant moi. Son visage est rouge. Sa voix est rauque. Je ne savais pas Diana, je suis désolé. Je hoche la tête. Je ne peux pas encore parler. Ma mère le voit se tenir près de moi,
et quelque chose se brise derrière ses yeux. Elle se tourne vers mon père, attrape son bras. Gérald, dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. Gérald regarde sa femme. C'est la plus longue fois que je l'ai jamais vu soutenir son regard, et puis, il secoue la tête. Je ne peux pas, Patty. Je ne peux pas faire ça. 5 mots. Les 5 mots les plus importants que mon père ait jamais prononcés. Et ils arrivent avec 14 ans de retard. Mais ils sont là. Tante Ruth se lève, et sort de la pièce sans dire un mot. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Tante Martha suit 30 secondes plus tard, enfilant son manteau avec des mouvements rapides et colériques. Un par un, les gens commencent à partir. Pas tous, mais assez. Assez pour transformer le salon de ma mère, sa scène, son tribunal, en quelque chose de petit et vide. Patricia se tient au centre du cercle, qui n'est plus un cercle. Les chaises sont repoussées, les sièges abandonnés. Les documents reposent sur la table basse, comme des preuves sur une scène de crime que personne n'a encore nettoyée. Personne ne la regarde. Ils sont soit en train de lire, de partir, ou de se parler à voix basse. Elle est devenue invisible dans sa propre maison. Je me tiens dans un coin, à côté du fauteuil vide où mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Et pour la première fois en 27 ans, je ne suis pas celle qu'on ignore. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en ai pas eu besoin. Les papiers ont dit tout ce que je n'aurais jamais pu dire. Robert me trouve sous le porche à l'arrière. Je suis sorti, parce que le salon ressemble à un bâtiment après un tremblement de terre. Tout tient encore debout, mais rien n'est à sa place. Meghan et Jenna le suivent dehors. Nous sommes assis tous les 4 sur les marches du porche, dans le froid, notre souffle formant des nuages dans l'air de novembre. Et Robert me raconte le reste. Tes grands-parents ont mis de côté $40 000, spécifiquement pour toi et Meghan. Un fonds d'éducation. C'était dans le testament original, clair comme de l'eau de roche. Ils se frottent les mains. Patricia l'a liquidé dans l'année qui a suivi leur mort. Elle s'en est servie pour rénover sa cuisine, et la salle de bain principale. Les rénovations pour lesquelles elle disait à tout le monde qu'elle avait économisé. La cuisine dans laquelle j'ai mangé le dîner de Thanksgiving chaque année. La cuisine dans laquelle elle a préparé le repas de ce soir, construite avec de l'argent qui m'appartenait. Elle avait besoin d'une couverture, dit Robert. Alors, elle a commencé à dire aux gens que tu coûtais cher, que tu étais un gouffre financier. Tu avais 13 ans, Diana. Tu ne pouvais pas te défendre. Tu ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à défendre. Meghan pleure. Des larmes silencieuses. Aucun son. Alors qu'elle serre ses genoux sur la marche en dessous de moi, je pose la question qui gonfle en moi depuis 1 heure. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Le visage de Robert se crispe. J'ai essayé. Il y a 14 ans, je l'ai confrontée. Elle a dit à la famille que j'étais un alcoolique, que j'étais jaloux, que je voulais plus que ma part. Sa voix baisse. Tout le monde l'a cru. J'ai tout perdu. Les vacances, les anniversaires, voir Jenna grandir avec ses cousins. J'ai perdu cette famille. Il regarde la mallette posée à côté de lui sur le porche. J'avais besoin de preuves irréfutables. Des relevés bancaires certifiés, un expert en écriture, l'examen d'un avocat. Ça prend du temps, et de l'argent que je n'avais pas beaucoup. Il pose sa main sur mon épaule. Je n'ai pas rassemblé ces papiers pour détruire Patty. Je les ai rassemblés pour que tu puisses connaître la vérité. Ce qui se passera ensuite, c'est à cette famille d'en décider. Meghan s'essuie le visage avec le dos de la main, et se lève sans dire un mot. Alors qu'elle rentre à l'intérieur, je la regarde à travers la moustiquaire de la porte. Elle traverse le salon, jusqu'à l'endroit où notre mère est assise seule sur le canapé. Patricia a l'air plus petite maintenant. Le plafonnier éclaire chaque ride sur son visage, chaque trace de mascara qui a coulé. La reine, sans sa cour. Meghan se tient devant elle, elle ne s'assoit pas. Maman, regarde-moi. Patricia lève les yeux. As-tu payé pour mon université, avec l'argent de grand-mère et grand-père? J'ai fait ce que je devais faire. Meghan, ce n'est pas une réponse. Tu as eu ton diplôme, n'est-ce pas? Un éclair de l'ancienne Patricia. Défiante, certaine d'elle.
Tu as eu ta vie. Je t'ai donné ça. Tu m'as donné ça en volant Diana, en volant l'oncle Robert, en volant grand-mère et grand-père. Ne te retourne pas contre moi, toi aussi. La voix de ma mère monte d'un ton. Je reconnais ce ton d'avertissement. Celui qui nous faisait toutes les deux taire quand nous étions enfants. Je suis ta mère. Mégane ne bronche pas. Et Diana est ma sœur. Elle se retourne et revient sur le porche, s'asseyant à côté de moi. Pendant un long moment, aucune de nous ne parle. Puis, elle le dit doucement, comme si elle admettait une chose qu'elle porte depuis des années. Il fut un temps où maman m'a dit de ne pas te prêter d'argent. Elle a dit que tu ne le rendrais jamais. La voix de Mégane se brise. Tu m'as appelé une fois. Ta voiture était en panne. Tu avais besoin de $200. Et j'ai dit non. Je me souviens, un mardi soir d'octobre. Une pluie si forte que je pouvais à peine voir la route. J'ai marché 3 kilomètres pour rentrer chez moi, parce que ma sœur avait dit non, parce que ma mère le lui avait dit. Je ne savais pas, murmure Mégane. Je te jure que je ne savais pas. Je te crois. Elle appuie sa tête contre mon épaule. Nous restons assises comme ça dans le froid, écoutant les sons d'une famille en train de se réarranger à l'intérieur. J'étais l'enfant chéri, dit-elle finalement. Et je ne l'avais même pas mérité. Je rentre chez moi vers 22 heures. La maison se vide lentement derrière moi. Les gens partent par un ou deux, les manteaux serrés. Des portières de voitures qui se ferment dans l'obscurité. À minuit, mon téléphone a 6 messages. Le cousin Kyle appelle en premier. Sa voix est épaisse, comme s'il était resté assis dans son camion dans l'allée, pour trouver le courage. Diana, j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû dire quelque chose quand elle nous a demandé de lever la main. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tante Martha envoie un long texto, de 3 paragraphes. Elle dit qu'elle a cru Patricia, parce que ma mère avait toujours l'air si sûre d'elle. Elle avait toujours les détails. Martha ne demande pas pardon. Elle dit juste qu'elle avait tort. Jenna me serre dans ses bras avant de quitter le porche. Elle me serre fort, et me chuchote à l'oreille, mon père n'a jamais arrêté de parler de toi. Chaque anniversaire, chaque fête, il prononçait ton nom. Le cousin David appelle. Bref, direct. J'ai merdé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un repas, de l'aide pour déménager, peu importe, je suis là. Tante Ruth revient. 23 heures, des phares dans l'allée. Elle monte les marches du porche, où je suis toujours assise avec Mégane, et elle passe ses bras autour de moi pendant 30 secondes, sans dire un seul mot. Quand elle me lâche, ses yeux sont rouges. Et puis, il y a Mégane. Ma sœur ne part pas. Elle reste assise avec moi sur ce porche jusqu'à minuit passé. Nous ne résolvons rien. Nous ne faisons pas de grandes déclarations. Nous parlons, tout simplement. Nous parlons vraiment, pour la première fois depuis des années, sans le filtre de notre mère entre nous. Je dis la même chose à chacun d'eux. Merci d'avoir appelé. Je le pense sincèrement. Mais des excuses n'effacent pas une main levée. Je vais avoir besoin de temps, avant de savoir ce que cela signifie pour nous. Il y a une personne qui n'appelle pas, qui n'envoie pas de texto, qui ne s'excuse pas. Mon père, Gérald Ansley, monte dans son camion après le départ de Robert, et s'en va. Je ne sais pas où il va. Je ne le découvrirai que 2 jours plus tard. Je rentre chez moi par le chemin le plus long. Je passe devant l'école primaire où je travaille. Devant le petit restaurant où je déjeune le vendredi. Je passe devant la station-service où je fais le plein de ma Honda de 10 ans tous les dimanches, et je passe devant la maison de ma mère. La lumière de la cuisine est toujours allumée. Par la fenêtre, je peux la voir. Une seule silhouette, assise à la table à manger. Les assiettes sont encore sorties, les chaises toujours arrangées dans ce cercle. La femme qui commandait une pièce de 25 personnes il y a 4 heures, est assise seule, dans une cuisine qu'elle a rénovée avec de l'argent volé, entourée de restes. Personne n'est resté pour manger. Je ne m'arrête pas, et je rentre chez moi. Et je suis assise dans le noir de mon appartement, cet appartement dont elle s'est moquée, avec ce salaire qu'elle a rabaissé, cette vie dont elle a dit à tout le monde qu'elle était un échec. Et je pense à ma mère. Pas avec haine, pas avec satisfaction, juste avec l'épuisement lourd et complexe, d'avoir enfin compris.
Patricia Hensley a grandi dans une famille qui mesurait les gens à ce qu'ils pouvaient apporter. L'amour était conditionnel, la valeur était financière. Elle a appris à contrôler, parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'être contrôlée. Ça n'excuse pas une seule chose de ce qu'elle a fait, mais ça explique le mécanisme. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé, ne signifie pas que vous devez le laisser continuer à le faire. J'ouvre mon ordinateur portable. Je cherche des thérapeutes dans un rayon de 50 km. J'en trouve une dans la ville voisine. Le docteur Karen Webb, conseillère familiale agréée. Des disponibilités le lundi. Je réserve le premier rendez-vous. À 2 heures du matin, mon téléphone s'allume. Un texto de ma mère. Tu as monté ma famille contre moi. Je le lis une fois. Je le lis 2 fois. Je pose le téléphone. Et puis, je supprime le message, et je vais me coucher. Pendant 27 ans, j'étais le problème. Ce soir, le problème était assis tout seul, dans sa propre cuisine. Et moi, pour la première fois dont je me souvienne, j'ai dormi toute la nuit. Le dimanche matin, 2 jours après Thanksgiving. Je prépare du café quand on sonne à la porte. Mon père se tient sur le paillasson, mal rasé, les yeux rougis, portant la même chemise en flanelle qu'il avait jeudi soir, froissée maintenant, comme s'il avait dormi dans son camion, ce qui, connaissant mon père, est probablement le cas. J'ai conduit jusqu'à la maison du lac, dit-il. Je suis resté assis là, pendant 2 jours, à réfléchir. Je m'écarte, et je le laisse entrer. Il s'assoit à la table de ma cuisine, la petite, celle pour 2 personnes, et regarde mon appartement. Je l'observe assimiler tout ça. Le canapé d'occasion, l'étagère que j'ai fabriquée avec des parpaings et des planches, le diplôme de conseillère d'orientation encadré au mur. Il n'est jamais venu ici auparavant. En 3 ans où je vis seul, mon père n'est pas venu me rendre visite une seule fois. Je savais que quelque chose clochait avec l'héritage. Il fixe ses mains. J'ai vu les factures des rénovations. J'ai demandé à ta mère une fois. Elle m'a dit que Robert avait accepté de nous donner sa part. Il fait une pause. Je l'ai cru. Parce que c'était plus facile. Il ferme les yeux. Oui. Nous restons assis en silence. La cafetière coule. Gérald me dit qu'il a appelé Robert ce matin. C'est la première fois qu'ils se parlent en 14 ans. 2 hommes au téléphone, tous les 2 en larmes, aucun des 2 n'étant capable de commencer la phrase qu'il avait besoin de dire. Robert lui a envoyé des copies de tout. Le testament, les relevés, le rapport d'expertise en écriture. Gérald a lu chaque page. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je veux juste que tu saches que j'ai fini de me taire. Je regarde mon père, 56 ans. Des mains qui ont tremblé quand il les a levées contre sa propre fille. Des mains qui tremblent maintenant, pour une raison différente. Papa, je t'aime, mais l'amour n'annule pas ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu me montres, et pas seulement que tu me le dises, que les choses sont différentes maintenant. Il acquiesce. Il ne discute pas. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Et pour mon père, c'est un bon début. Le mardi suivant, je suis assise dans un petit bureau sur Main Street à Clearfield, la ville d'à côté, en face d'une femme nommée Evelyn Moore, avocate en droit de la famille. Robert est à côté de moi, la mallette ouverte sur son bureau entre nous. Evelyn examine les documents un par un, prenant de petites notes dans les marges. Elle est méthodique. Sans précipitation. Au bout de 20 minutes, elle pose son stylo. Il s'agit d'une fraude successorale. Claire, et bien documentée. Elle regarde Robert. Monsieur Caldwell, les preuves que vous avez compilées sont exhaustives. Les signatures falsifiées à elles seules seraient significatives, mais combinées avec les relevés bancaires et l'analyse graphologique, c'est un dossier solide. Elle nous explique nos options simplement. Robert et moi avons tous 2 des motifs pour intenter une action civile, afin de récupérer les fonds détournés. De plus, bien que la falsification d'un testament soit un crime, c'est le bureau du procureur qui prendrait la décision d'engager des poursuites pénales, pas nous. Robert parle en premier. Je ne veux pas que Patty aille en prison, mais je veux que l'argent soit rendu aux personnes à qui il appartient. Je suis d'accord. Je ne suis pas ici pour me venger.
Je suis ici pour les 40 000 $ que mes grands-parents avaient mis de côté pour mon éducation. De l'argent dont j'ignorais l'existence, pendant que je cumulais 2 emplois, et que je contractais des prêts étudiants. Evelyne rédige les documents. Je lis chaque ligne. Robert signe. Je signe. Pas de discours, pas de déclaration dramatique, juste du papier, de l'encre, et un processus juridique qui fait ce pourquoi il a été conçu. En retournant à ma voiture après, je ressens quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas un triomphe, pas une vengeance, un soulagement. Le genre discret. Le genre qui vient du fait de savoir qu'on n'a rien inventé. Qu'on n'était pas le fardeau. Que les chiffres n'étaient pas de notre faute. Je n'ai pas poursuivi ma mère par vengeance. J'ai déposé une plainte, parce que 40 000 $ m'ont été pris, avant que je sois assez vieille pour savoir qu'ils existaient. Et parce que quelqu'un doit dire que c'était mal. Les nouvelles vont vite dans une ville de 8 000 habitants. À la 2e semaine de décembre, l'histoire a fait le tour de chaque banc d'église, et de chaque rayon de supermarché de Millfield. Le premier changement visible, tante Ruth annonce qu'elle organise Noël chez elle. Robert est invité. Patricia ne l'est pas. Personne ne discute. Personne n'hésite même. Ma mère riposte de la seule façon qu'elle connaît, par téléphone. Elle appelle chaque membre de la famille, un par un. Elle travaille la liste qu'elle a travaillée pendant des décennies. Mais cette fois, la plupart des appels tombent sur la messagerie vocale. Les rares qui répondent font court. Patty, nous avons besoin de temps. Patty, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Clic. À la Grace Lutheran Church, où Patricia s'est assise sur le 2e banc, côté gauche, chaque dimanche pendant 20 ans, les choses changent. Les gens ne l'affrontent pas. Ils se réorganisent, tout simplement. Un espace de 2 sièges s'ouvre à côté d'elle, puis 3 sièges, puis le banc tout entier. Personne ne le dit à voix haute. Ils n'en ont pas besoin. L'espace parle de lui-même. Elle publie un long message sur Facebook. Quelque chose à propos de la trahison, de la famille qui tourne le dos, du sacrifice qui est puni. Meghan commande dans l'heure. Maman, s'il te plaît, arrête. Tu aggraves les choses. Patricia supprime le message dans la soirée. Gérald déménage sur le canapé du salon. Il ne demande pas la séparation. Pas encore. Mais la porte de la chambre principale reste fermée, et il dort sous une courte pointe que sa belle-mère a confectionnée il y a 30 ans. Il commence à appeler Robert toutes les semaines. 2 hommes qui reconstruisent un pont, un appel téléphonique à la fois. Puis, fin décembre, une lettre arrive à mon appartement, de la part de l'avocat de Patricia. Elle a accepté de négocier un accord. Elle ne veut pas aller au tribunal. C'est la première fois dans la vie de ma mère qu'elle choisit de reculer. Et la seule raison pour laquelle elle le fait, c'est parce que, pour la première fois, elle ne peut pas contrôler ce qui va se passer ensuite. Quand j'ai lu cette lettre, quand j'ai vu que ma mère avait accepté de conclure un accord, je suis restée assise à la table de ma cuisine pendant un long moment. 27 ans, et elle n'avait jamais reculé devant rien. Ni une dispute, ni une accusation, ni un mensonge. Il a suffi d'une mallette usée, et d'un homme assez patient pour attendre le bon moment. Mais je n'arrête pas de me demander, si l'oncle Robert n'avait pas franchi cette porte, où serais-je en ce moment? Aurais-je riposté seul? Ou aurais-je simplement disparu? Qu'auriez-vous fait? Si personne n'avait franchi cette porte pour vous, auriez-vous trouvé la force de tenir bon par vous-même? Où seriez-vous parti pour de bon? Je veux vraiment savoir. Dites-le moi dans les commentaires. D'accord, laissez-moi finir cette histoire. Millfield est le genre de ville où tout le monde est au courant de vos affaires dès le mardi. Ma mère a construit sa réputation sur 3 décennies. Elle s'est effondrée en 3 semaines. À l'association des femmes de Grace Lutheran, le comité que Patricia a présidé pendant 12 ans, se restructure discrètement en janvier. Nouvelle direction, nouveau calendrier de réunion. La raison officielle, besoin de nouvelles perspectives. La vraie raison alimente toutes les conversations chuchotées sur le parking de l'église. Les voisins qui avaient l'habitude d'accepter les invitations à dîner de Patricia, ont soudainement des empêchements tous les samedis, indéfiniment. Le nombre de cartes de vœux reçues dans notre maison familiale, chute de plus de la moitié. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu m'arrive à l'école.
Une mère que je connais à peine, une femme nommée Linda, dont j'ai conseillé le fils pendant le divorce de ses parents, m'arrête dans la file d'attente des voitures. J'ai entendu ce qui s'est passé, mademoiselle Ansley. Pour ce que ça vaut, cette ville est meilleure parce que vous y êtes. Elle me serre la main, et s'éloigne avant que je puisse répondre. C'est une petite chose, mais dans une petite ville, les petites choses sont tout. Robert vient passer Noël chez tante Ruth. 14 ans, depuis qu'il n'avait plus de place à une table de famille. Quand il franchit la porte d'entrée de Ruth, Jenna est juste derrière lui, portant une tarte qu'elle a cuisinée à partir de la recette de leur grand-mère. Ruth serre Robert dans ses bras si fort, que ses pieds décollent presque du sol. Une semaine plus tard, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de l'expéditeur. À l'intérieur, une photographie, jaunie, cornée au coin. Mes grands-parents me tenant dans leurs bras, à l'âge de 3 ans. Je ris face à l'objectif, et la main de ma grand-mère est sur ma tête, protectrice et sûre. Au dos, de son écriture, notre petite conseillère. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais j'ai le pressentiment que c'est un homme, qui dort maintenant sur le canapé de son salon, et qui essaie, à sa manière discrète, de rendre ce qui a été pris. En février, l'accord est finalisé. Evelyn Moore m'appelle un mardi après-midi, et je me range sur le parking de l'école pour écouter. Patricia accepte de restituer $40 000 à Diana et Meghan, pour le fonds d'éducation des petits-enfants. Et, exactement comme le stipulait le testament original, elle restitue $70 000 à Robert, sa part légitime de la succession qu'elle a interceptée. Les $30 000 restants, que Patricia prétend avoir dépensés en frais familiaux mais qu'elle ne peut pas justifier, restent en litige. Une affaire pour un autre jour. Pour effectuer les paiements, ma mère doit vendre son SUV, et puiser dans ses économies de retraite. La cuisine qu'elle a construite avec de l'argent volé, vaut plus que la voiture, mais personne ne lui demande de la démolir. Mais l'ironie se suffit à elle-même. J'ai reçu $20 000, ma part du fonds d'éducation. Je m'en sers pour rembourser mes prêts étudiants. Chaque dernier centime de la dette que j'ai accumulée, parce que l'argent qui m'était destiné dormait sur le compte chèque de ma mère pendant tout ce temps. Le reste du montant, je le mets de côté sur un compte épargne. Pas parce que j'ai des projets pour ça. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai de l'argent, et personne ne peut prétendre que je le lui dois. Personne ne peut agiter un morceau de papier plié dans un salon, et dire que je suis un fardeau à cause de ça. C'est à moi, propre et net. Meghan refuse sa moitié au début. C'est toi qui as souffert, dit-elle. Prends tout. Je ne la laisse pas faire. Je le divise exactement comme nos grands-parents l'avaient prévu. Des parts égales, comme ils l'avaient écrit. Comme cela aurait toujours dû être. Evelyn me dit que le bureau du procureur examine les preuves de falsification. Pas encore d'inculpation. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Je ne force pas les choses. Le système judiciaire fera ce qu'il a à faire. J'ai fait ma part. $20 000. C'est ce qu'a coûté ma tranquillité d'esprit. $20 000, et 27 ans à m'entendre dire que j'étais le problème. Gérald Ansley ne divorce pas de ma mère. Du moins, pas encore. Mais l'homme qui s'assoit en face de moi chez Rosie's dîner le samedi matin, n'est pas le même homme que celui qui a levé la main contre moi le soir de Thanksgiving. Il commence petit. Des appels téléphoniques hebdomadaires, de vraies questions, pas du genre « Comment va le travail ?» mais du genre « Comment vas-tu, vraiment ?» Il se pointe à mon appartement avec une boîte à outils un week-end, et répare le robinet qui fuit, que j'ignorais depuis 6 mois. Il ne dit pas grand-chose pendant qu'il travaille. C'est très bien. La clé à molette en dit assez. En janvier, il me dit quelque chose devant des œufs brouillés, qui me fait presque faire tomber ma fourchette. J'ai commencé à voir quelqu'un, un thérapeute. Il le dit comme s'il avouait un crime. Première fois de ma vie. 56 ans, et j'apprends à ne pas être d'accord, à voix haute. Il me fait un petit sourire embarrassé. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Je ne fais pas semblant que ça répare tout. Ce n'est pas le cas. Mon père a choisi le silence pendant 30 ans. Il a choisi son confort plutôt que sa fille. Cela m'a façonné d'une manière que je suis encore en train de découvrir, sur le canapé du Dr Webb tous les lundis après-midi. Mais je sais aussi que ce changement à 56 ans, est plus difficile qu'un changement à 27 ans.
Chaque rendez-vous qu'il honore, chaque appel téléphonique qu'il passe à Robert, chaque samedi où il se présente à ma porte, c'est un homme qui nage à contre-courant de toute sa vie d'adulte. Je n'ai pas besoin que tu choisisses entre nous, papa, je lui dis. J'ai besoin que tu te choisisses, toi. Il acquiesce, remue son café, et ne fait pas de discours. Mon père n'est pas un méchant. Il est un exemple édifiant de ce qui arrive, quand on choisit le silence pendant 30 ans. Et il est aussi la preuve, qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour commencer à parler, même si votre voix tremble. 3 mois après Thanksgiving, mon téléphone sonne. L'identifiant de l'appelant affiche « Maman ». Je laisse sonner 4 fois, puis je réponds. Sa voix est différente, plus petite. Le ton autoritaire, capable de diriger une pièce de 25 personnes, a disparu, remplacé par quelque chose de fin et fatigué. Pouvons-nous parler? Je veux t'expliquer. J'accepte de la rencontrer, mais à mes conditions. Pas chez elle, pas dans sa cuisine. Un café à Clearfield, la ville voisine. Public, neutre, la suggestion de ma thérapeute. J'apprends que la géographie compte, quand on réécrit une relation. Nous sommes assises l'une en face de l'autre, dans une cabine près de la fenêtre. Elle commande un café noir. Je commande la même chose. Pendant un instant, ça semble presque normal. 2 femmes, une table, du café. Sauf que l'une d'elles a volé $180 000 à ses parents décédés, et a rejeté la faute sur sa fille de 13 ans. Elle commence. Quand tes grands-parents sont morts, j'étais dépassé. La succession, la paperasse, le deuil. Je lève la main, doucement. Oui, comme Robert l'a fait le soir de Thanksgiving. Maman, je ne suis pas ici pour écouter des explications. Je suis ici pour te dire ce dont j'ai besoin pour l'avenir. Elle cligne des yeux. Elle n'est pas habituée à ça. J'étale les règles. 1. Tu ne parles plus jamais de mes finances devant la famille. 2. Si nous avons un désaccord, nous en parlons en privé. Tu ne recrutes pas de public. 3. Je choisis les événements familiaux auxquels j'assiste. Pas tous. Et pas parce que tu me convoques. 4. Tu commences une thérapie. Une vraie thérapie, pas une conversation avec le pasteur Dave autour d'une limonade. Elle écoute. Quand je termine, elle fixe son café pendant un long moment. Et si je ne peux pas faire tout ça, alors nous en restons là où nous sommes, et ça m'ira très bien dans les 2 cas. Elle ne répond pas. Je n'en ai pas besoin. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Ce sont 2 choses très différentes. Noël chez Tante Ruth est une affaire plus intime. 12 personnes, au lieu de 25. La table est dressée avec des assiettes dépareillées, et des serviettes en tissu qui ont connu des décennies meilleures. C'est imparfait. C'est honnête. Et l'honnêteté, c'est quelque chose que je n'ai pas eu depuis 27 ans. Je suis assise à côté de l'oncle Robert. Jenna est en face de nous. Megan arrive avec un gratin de patates douces. Le premier plat qu'elle n'ait jamais cuisiné pour une réunion de famille elle-même, sans que maman se tienne par-dessus son épaule, pour diriger chaque pincée de sel. C'est un peu trop cuit. Tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas de cercle de chaises, pas de discours plié, pas de main levée. Robert dit le bénédicité. Sa voix est stable, mais il y a une fêlure à la fin, qu'il n'essaie pas de cacher. Pour ceux qui sont ici ce soir, et pour les années que nous allons rattraper. Gérald arrive en retard, seul. Il reste debout dans l'encadrement de la porte pendant un moment, et je peux voir l'effort que cela lui demande d'être ici sans Patricia, dans une pièce remplie de gens qui connaissent maintenant la vérité sur sa femme. Il marche droit vers moi, et passe ses bras autour de moi. Aucun mot. Juste un câlin, qui dure plus longtemps que n'importe quel câlin qu'il m'ait fait dans sa vie d'adulte. Jenna et moi tirons des pétards de Noël. Kyle fait passer les petits pains. David raconte une blague terrible, et tout le monde gémit. Robert rit, un vrai rire, plein et chaleureux. Et je réalise que je n'ai pas entendu ce son depuis que j'ai 13 ans. Patricia n'est pas là. Personne ne la mentionne. Son absence est à la fois un soulagement, et une tristesse. Et j'apprends que ces 2 sentiments peuvent partager la même chaise. La dinde est trop cuite. Robert brûle les petits pains. Le vin est bon marché,
et la maison est pleine de courants d'air. Mais quand je regarde autour de la table, chaque personne ici a choisi d'y être. Personne n'a été convoqué. Personne ne jouait la comédie. Et ça, c'est le premier repas de fête honnête que j'ai eu de toute ma vie. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma mère. Patricia Hensley est une femme complexe. Elle est manipulatrice et autoritaire. Et elle a volé ses propres parents décédés, et a mis ça sur le dos d'un enfant. Ces choses sont vraies. Mais c'est aussi une femme qui a grandi dans une famille, où votre valeur se mesurait en dollars. Où l'amour était assorti de conditions, et où le contrôle était la seule monnaie permettant d'acheter la sécurité. Elle a appris le jeu très tôt, et y a bien joué, jusqu'à ce que le jeu la rattrape. Rien de tout cela n'excuse ce qu'elle a fait. Mais je vous le dis, parce que je veux que vous compreniez, que les gens qui nous blessent ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ce sont juste des gens brisés, qui brisent les autres, parce que c'est le seul schéma qu'ils connaissent. Je partage cette histoire, parce que je sais que certains d'entre vous sont assis à cette table en ce moment. La place au bout près de la cuisine, à côté des enfants, en train de s'entendre dire que vous êtes un fardeau, par les personnes même qui étaient censées vous protéger. Et peut-être, comme moi, l'avez-vous entendu tellement de fois, que vous avez commencé à le croire. Alors, laissez-moi vous dire ça clairement. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez juste arrêter de croire à la version de vous-même que quelqu'un d'autre a écrite. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui les franchit, quand, et sous quelles conditions. Et la première fois que vous fermez cette porte à quelqu'un qui vous a fait du mal, même si cette personne est de la famille, la culpabilité vous frappera comme un camion. Je sais. J'ai encore des nuits où je me demande si je suis trop dur. Et puis, je me souviens des 26 mains. Et je sais que je ne suis pas dur. J'apprends juste, enfin, à arrêter de placer le confort des autres, au-dessus de ma propre sécurité. L'oncle Robert m'a appris quelque chose que je porterai en moi pour toujours. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin du bon moment, des bons papiers, et d'assez de patience pour attendre. Nous sommes en mars maintenant, 4 mois après Thanksgiving. Je travaille toujours à l'école primaire de Millfield. Je suis toujours conseillère d'orientation, mais j'ai commencé à étudier pour obtenir une certification avancée en thérapie familiale. Une partie des frais de scolarité provient de l'accord. L'argent de ma grand-mère fait enfin ce qu'elle voulait qu'il fasse. Megan et moi nous retrouvons un mercredi sur 2 pour prendre un café au café sur Elm Street. Nous apprenons à nous connaître en tant qu'adultes, sans que notre mère ne dicte qui nous sommes censés être l'une pour l'autre. La semaine dernière, Megan m'a dit qu'elle pensait aussi reprendre ses études. Peut-être dans le travail social, a-t-elle dit. Je veux aider les gens, comme tu le fais. J'ai failli pleurer dans mon latte. Robert est de retour, totalement de retour. Il était chez Ruth pour Noël, chez Jenna pour le Nouvel An, et dimanche dernier, il s'est pointé à mon appartement avec une canne à pêche, et un thermos de café. 14 ans de sortie à rattraper, a-t-il dit. Gérald va en thérapie tous les jeudis. Lui et Patricia partagent toujours une maison, mais il m'a dit que leur relation était en cours de renégociation. C'est son mot. Le fait qu'il ait un mot pour ça, me dit à quel point il a progressé. Ma mère n'a pas appelé depuis le café. Je n'attends pas près du téléphone. La porte est ouverte, si jamais elle décide de la franchir, honnêtement. Mais je ne me tiens plus sur le seuil, pleine d'espoir. Je pensais qu'être rejeté par sa famille était la pire chose qui puisse vous arriver. Il s'avère que la pire chose, c'est de rester dans une famille où l'on doit payer par le silence, par la honte, en donnant des morceaux de soi-même, juste pour avoir le droit d'en faire partie. Je ne paie plus. Je m'appelle Diana Hensley. J'ai 27 ans. Et pour la première fois de ma vie, je ne dois aucune explication à personne sur qui je suis. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Vraiment, ça compte plus que vous ne le pensez. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé une limite que vous aviez peur de poser, ou une vérité sur laquelle vous êtes assis depuis trop longtemps, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Pas pour l'algorithme, mais pour la prochaine personne qui a besoin d'entendre ça, et qui ne l'a pas encore trouvé. Et si vous vous demandez ce qui s'est passé ensuite, comment ma mère a réagi à l'accord, une conversation que j'ai eue avec mon père et qui a tout changé entre nous, et la lettre que j'ai reçue de quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé.
Cette histoire vous attend. Consultez le lien dans la description. Je suis Diana.